Place maintenant à la liberté de parole et l'intelligence en Europe. Une conférence qui sera menée par Jean-Luc Coronel de Boissezon, qui est universitaire agrégé de faculté de droit, mais également historien du droit et des institutions, des idées politiques et de la pensée. Après 7 universités publiques françaises, il est aujourd'hui professeur à l'ICEP à Lyon et je lui demande de monter sur scène. Midi, l'heure de l'ombre la plus courte, disait le Zarathustra de Nietzsche, l'heure où tout s'éclaire. C'est à midi, le 10 septembre 2025, que lors d'un débat en plein air sur un campus américain, Charlie Kirk, défenseur conservateur du free speech, est assassiné d'une balle tirée dans la gorge, lieu d'où vient la parole. Le meurtrier envoie un texto à son partenaire transgenre, disant « Certaines haines ne peuvent pas être éliminées par la négociation ». Mais dès avant la venue de Charlie Kirk, plus de 6000 étudiants et des professeurs même avaient signé en ligne des pétitions demandant aux administrateurs de l'université de l'annuler, arguant que sa présence allait, je cite, « à l'encontre des engagements pris par le campus en faveur de l'inclusion ». De l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, le 6 août 2024, Lucie Connolly, assistante maternelle, est arrêtée chez elle par la police pour avoir publié un tweet hostile aux migrants et à leur accueil après l'assassinat au couteau de 3 petites filles par un individu d'origine rwandaise. Elle avait effacé son tweet 3 heures plus tard et avait un casier judiciaire vierge, mais a été condamnée à 31 mois de prison ferme et incarcérée. Un an plus tard, la Cour d'appel britannique a soutenu que la peine n'était pas manifestement excessive. En France, enfin, le 28 février 2025, la chaîne de télévision C8 est fermée par décision d'un organisme gouvernemental, l'Arcom, avec le motif allégué de manque de pluralisme. Et l'on sait à l'Institut Iliade que l'hommage à Dominique Vénère de 2023 avait été carrément interdit par le préfet de Paris, M. Nunez, en raison des propos qui auraient pu y être tenus. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich du 15 février 2025, le vice-président américain J.D. Vance a tiré les conclusions de tout cela en décrivant l'Europe comme, je cite, une puissance menaçant la liberté d'expression, incapable de faire face à une insécurité venue de l'extérieur, mais engagée dans une guerre intérieure contre ses opposants politiques. Chacun constate ainsi qu'il se joue aujourd'hui un drame qui pourrait devenir une tragédie pour l'ensemble des pays d'ascendance européenne de l'Occident. La répression qui s'abat depuis une dizaine d'années porte doublement atteinte à leur peuple, en empêchant que soient librement discutées les menaces les plus graves qui pèsent sur leur destin, mais aussi plus profondément en notant la force de réagir à ces menaces, en enrayant ce qui est au cœur de leur culture. C'est en effet tout un rapport au monde qui est en jeu, dont l'origine est à chercher dans le berceau grec. L'étudier pour avoir l'intelligence de l'Europe, c'est comprendre ce à quoi l'Europe doit son intelligence. Dans sa tragédie Les Phéniciennes au 5e siècle avant Jésus-Christ, Euripide fait parler Polynice, qui décrit sa condition d'exilé. Le pire de tout, c'est que le droit à la parole libre n'existe pas. Huc esti parrhesia. C'est la vie d'esclave que d'être interdit de dire sa pensée. Nous sommes aujourd'hui à certains égards exilés comme lui, mais dans notre propre pays et par notre État même. Au contraire, dans l'aurore grecque, la parrhésia, c'est-à-dire en grec ancien, faculté de tout dire, apparaît comme le droit civique fondamental. Dans une autre pièce, Euripide fait dire à Phèdre « Je veux que mes fils retournent vivre dans la glorieuse Athènes, qu'ils y marchent la tête haute et qu'ils exercent la parrhésia comme des hommes libres honorés du nom de leur mère. » Cela est confirmé dans la tragédie Ion, où l'auteur fait dire au mythique ancêtre des Ioniens « Si je puis prier, je souhaite que ma mère soit athénienne, afin d'avoir par elle la parrhésia. Car lorsqu'un étranger entre dans une cité dont la race est sans tache, même si la loi l'en fait citoyen,
sa langue reste serve. Ainsi, la parésia est définie comme une liberté découlant de l'appartenance à un peuple autochtone, que même une naturalisation récente ne saurait conférer. L'autochtonie fonde l'autonomie au moyen de la parole libre. L'étude de la matrice linguistique commune à la quasi-totalité des langues de l'Europe le confirme. Si le radical indo-européen leud a donné naissance au mot libre dans le grec eleutéros ou dans le latin liber, ce même mot de liber signifie aussi enfant. De même qu'en vieux slave, il aboutit à liudu, le peuple, et dans les langues germaniques, bien sûr, à leute, les gens. Ainsi, être libre en Europe, c'est aussi être l'enfant d'une communauté, le membre d'un peuple, condition de cette liberté. Mais c'est aussi le lieu de cette liberté de parole, à savoir l'espace public, dont l'archéologie montre l'apparition dans la cité achéenne, qui va induire en Europe la pensée rationnelle et l'art du discours, qui forment une seule et même chose en grec, le logos. Au rebours des rois de Crète ou d'Asie renfermés dans le secret du palais, le pouvoir des magistrats est exposé sur l'agora, les décisions ne pouvant dès lors être adoptées qu'après avoir convaincu l'Assemblée. Une argumentation rationnelle s'impose, faisant naître logique, dialectique et rhétorique, futurs piliers des artes liberales du Moyen-Âge. Cette soumission du pouvoir à la confrontation publique découle elle-même de la dynamique centrale de la culture grecque, à savoir l'agone, traduisible par combat, compétition ou rivalité. L'agone est l'élément concurrentiel que l'on retrouve partout, dans l'athlétisme, avec les Olympiades, la poésie ou le théâtre, avec les joutes poétiques, la musique et le chant, avec les concours pithiques, la philosophie, avec les joutes sophistiques, l'éducation au gymnase et au symposium, et bien sûr la guerre par les rivalités entre cités. Nietzsche en fait remonter la culture à Homère, auquel il attribue une philosophie de la joute. Le combat est père de toutes choses, disait déjà Héraclite, membre de l'école ionienne qui s'opposait à l'école italique de Parménide dans cette controverse inaugurale des présocratiques. On sait qu'à leur suite, Socrate verra dans l'affrontement des paroles la voie de la maïeutique, dévoilement de la vérité. Et c'est dans la forme du dialogue que sont structurées les œuvres de ses disciples, au premier rang desquels Platon. Pythagore, Hippocrate, Aristote, Euclide, Archimède, Ératosthène, Hipparque, Ptolémée fondent pareillement sur la dialectique et les différentes branches des sciences. Et ce principe irrigue aussi le droit, suscitant dans le procès les joutes oratoires des plaidoiries accordées aux deux parties selon le principe des plateaux de la Palance que porte Diké, déesse de la justice, origine mythologique du fameux principe du contradictoire judiciaire. La Rome antique a retenu particulièrement de cet art grec de la controverse cette dimension juridique. Elle a développé sur le forum l'ordo judiciorum du procès contradictoire. La fonction d'avocat y a prospéré avec Cicéron qui défendait la libertas loquendi comme héritage ancestral. C'est pour l'avoir défendu qu'il est mort de la parésia, prenant le risque, dans ses Philippiques contre Marc-Antoine, de se faire assassiner et exposer ses mains et sa tête sur le forum. Il est significatif que la République ait disparu quelques années après cet attentat à une liberté traditionnelle de parole. Moins dangereuse politiquement, la controverse juridique a au moins pu survivre à Rome dans la Scientia Juris, dont Gaius, Modestin, Papinien, Paul et Ulpien furent les grands noms. Qu'est-ce que la plus grande compilation juridique romaine dans le Corpus Juris Civilis, compilé par Justinien au VIe siècle? C'est le Digeste. Qu'est-ce que c'est? Un monument de la controverse doctrinale, aujourd'hui encore considéré par les juristes comme le fond commun de la science du droit sur notre continent. Sans surprise, au Moyen-Âge, la christianisation n'a pas entraîné la fin, mais la transformation de cette forma mentis. La valorisation du peuple et sa liberté sont devenues celles du populus christianus, à l'endroit duquel le droit canonique interdit l'esclavage, ce qu'aucune autre civilisation ne fera durablement jusqu'à la période contemporaine. C'est dire que la liberté intellectuelle aussi a été préservée, on le sait, ça a d'ailleurs été dit dans la très belle vidéo sur la liberté académique, d'abord dans les scriptoria des monastères bénédictins,
et puis dans les universités que les papes fondent, on nous l'a dit, à partir du XIIe siècle. L'exercice majeur dans ces universités, souvenons-nous-en, c'est la disputatio, controverse savante en public. C'est la pratique phare. Et puis, il y a les sessions biannuelles du quodlibet, ce qui veut dire débat sur ce que l'on veut, qui peuvent être agités, comme en témoigne l'héritage en français du mot colibet. L'école de droit de Montpellier a été ainsi fondée en 160 par Placentin, un docteur en droit de Bologne qui avait dû fuir après une disputatio où il avait eu le dessus sur un maître de l'université qui se sentit si humilié qu'il changea des sicaires de l'assassiner. Au XIIIe siècle, la philosophie d'Aristote est ramenée au cœur de la scolastique avec Thomas d'Aquin. Chacun sait que sa somme théologique se fonde sur des questions disputées. Chacune présente 4 temps, une première opinion, la sententia, ce qui va en sens contraire, le sed contra, l'opinion du docteur communis, le respondeo dicendum, et enfin l'explicatio. Donc, on le devine, la Renaissance va devoir davantage à cet esprit médiéval qu'on ne le croit. La philologie humaniste repose sur le patrimoine antique transmis par les clercs des Studia, et la révolution scientifique du XVIe siècle s'accomplit en fait largement au sein du réseau institutionnel de l'Église. Il faut rappeler que Copernic était un chanoine, bénéficiant du pape Paul III, auquel il dédicace son De Revolutionibus. Le seul scientifique tragiquement condamné au bûcher est un moine doménicain, Giordano Bruno, au terme d'un procès qui portait davantage sur sa rupture théologique que sur son héliocentrisme. Quant à Galilée, ses travaux furent financés par Urbain VIII avant que l'évolution de ses thèses ne le conduise à la rétractation. En fait, c'est principalement la crispation des guerres de religion qui a entraîné une telle restriction confessionnelle qu'est apparue la nécessité d'établissements universitaires, non plus seulement ecclésiastiques, mais royaux. En France, François Ier fonde en 1530 le Collège de France, auquel Guillaume Budet donne sa devise si parésiastique, « Docet omnia », on y enseigne tout. C'est dire combien, au XVIIIe siècle, les auteurs des Lumières seront infiniment moins novateurs qu'ils ne le proclameront, s'enivrant en fait d'une raison, en vérité, plus de 2 fois millénaire, mais d'évaluant les autres sources nécessaires de la culture, les mythes, les coutumes, les traditions, les mœurs, l'histoire, avec une hubris en rupture avec la prudence helléno-chrétienne. Les Lumières sont à cet égard un moment de déséquilibre, basculant de la raison au rationalisme. Par le désencastrement hors de la culture, dans un retournement tragique de cet esprit scientifique d'objectivité qui caractérise le regard européen. Le rationalisme a débouché sur la promotion d'un modèle utopique à la fois individualiste et universaliste, ou cosmopolitique, comme la raison elle-même présumée individuelle et universelle, alors qu'elle est en réalité le fruit d'une culture singulière dans le cadre d'une civilisation spécifique. De ce mouvement sont issues la première gauche libérale qui va insister sur la face individualiste, puis la seconde gauche radicale qui insistera sur la face cosmopolitique. Mais l'une comme l'autre sont tournées en dernière instance contre le peuple comme communauté historique, qu'il s'agit dans les 2 cas de faire taire. Une figure emblématique comme Voltaire haïssait certes le peuple, mais du moins son intelligence cinglante envers les dogmes honorait-elle encore le pluralisme critique. Le paradoxe de la Révolution française fut de le renier. La célèbre sommation de Saint-Just au commencement de la Terreur, « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté », inaugure la position totalitaire. Cette même année 1793 ont été fermées les facultés de droit, supprimé l'ordre des avocats, close l'Académie des sciences, tandis que le mathématicien Condorcet mourait en prison et que le chimiste Lavoisier était guillotiné, après que le président du tribunal révolutionnaire eut le mot fameux « La République n'a pas besoin de savants ». Là a été semé un germe de régression sans précédent. Que signifiait la phrase de Saint-Just ? Que la liberté d'expression serait désormais limitée au nom d'une abstraction, la liberté majusculaire, et non plus les libertés concrètes qui précisément peuvent être interdites en son nom, ce que la Révolution a fait immédiatement en supprimant toutes les anciennes libertés villageoises, provinciales, corporatives, etc. Le critère de limitation des libertés est désormais une idéologie et non plus une culture. Le corollaire est qu'il est mis en œuvre par une faction ou des factions idéologiques. La nouveauté de cette prétention,
qui a tenu à se nommer à partir de 1789 la gauche, n'est pas de poser des bornes à la liberté d'expression. Cela est nécessaire et a toujours existé. La cité grecque frappe d'ostracisme l'ennemi de la communauté civique. Pas de liberté pour les ennemis de la cité. L'Église a fait largement la même chose à l'endroit de ce qui menaçait l'unité spirituelle de l'ensemble multinational de la chrétienté. Pas de liberté pour les ennemis du peuple chrétien. Mais la limitation de la parole publique n'avait alors pour légitimité que la conservation des valeurs centrales de cohésion. Or, les valeurs qui nous sont imposées aujourd'hui sont des vecteurs de désagrégation. La liberté d'expression est immense aujourd'hui, ce que rétorqueront d'ailleurs des progressistes, mais elle est rigoureusement inversée. Les comportements les plus marginaux ou les mœurs les plus bizarres voient leurs paroles promues et leur financement assuré par les subventions publiques. Mais affirmer la supériorité de la normalité est poursuivi comme discriminatoire. Toutes les minorités sont invitées à parler librement dans la cité pour faire valoir leurs droits, mais non pas la majorité qui voudrait faire primer les siens. Le multiculturalisme organise l'expression de toutes les identités étrangères, mais interdit la préférence nationale. C'est donc en fait le paradigme de la limitation qui a été renversé dans ce qu'il faut bien nommer une pathologie de la culture. Ces pathologies sont rares dans l'histoire de l'Europe, mais elles ont eu un précédent, la pensée hellénistique, dans l'ivresse de l'empire multiethnique d'Alexandre. Les cyniques, les épicuriens ou les stoïciens étaient pareillement individualistes et cosmopolites. Ça n'a pas duré très longtemps. Et croyez-le, chers amis, cette nouvelle pathologie de la culture ne durera pas non plus très longtemps. Le problème est que les peuples d'Europe pourraient devenir minoritaires sur leur sol avant que ce mal ne cesse. Et ils l'ont compris, et c'est pourquoi se lève en ce XXIe siècle partout le vent de la révolte chez les Occidentaux. Naturellement, c'est aussi pourquoi le barrage des progressistes s'intensifie. Je terminerai par là en voyant que ce qui maintient aujourd'hui cette pathologie culturelle, ce sont les héritiers, effectivement, de 1789, gauche radicale et gauche libérale. La gauche radicale n'a jamais fait mystère de sa complète hostilité au pluralisme critique. Dans ses incarnations historiques majeures, la Russie soviétique ou la Chine maoïste, l'exemple a été donné du sort de cette liberté. Mais dans le monde libre, les admirateurs de ces totalitarismes ont organisé jusqu'à nos jours deux consignes du marxisme organisé. Traiter de fasciste tout opposant politique, selon l'ordre de Staline au 7e congrès du Comintern de 1928. Et deuxièmement, la stratégie du communiste italien Gramsci, l'hégémonie culturelle, comme préalable au pouvoir politique, par laquelle journaux, médias audiovisuels, théâtre et cinéma, éducation nationale et universités ont fait l'objet d'un entrisme massif et d'autant de barrières accumulées contre le libre débat. Bien sûr, après la fin de leur modèle, le socialisme réel, l'Union soviétique, cette emprise a muté en marxisme culturel. D'abord dans les universités américaines, puis avec l'imitation française en mai 68. Et c'est cela qui a évidemment donné la political correctness des années 90 et finalement, pour nous, le wokisme, avec sa cancel culture, qui achève d'assumer une culture de la censure. Même un rapport officiel de France Université d'octobre 2025 dresse un état des lieux alarmant. Annulation de conférences pour éviter des troubles à l'ordre public, perturbation de cours, campagne de stigmatisation sur les réseaux sociaux, procédures judiciaires et finalement déclin de pans entiers de la recherche. Mais il y a une dernière menace qui est celle de la première gauche. Elle est plus inattendue. Celle-ci se réclamait de la liberté d'expression. Mais le paradoxe pour les tenants du système en place, c'est que cette liberté d'expression s'est retournée contre les médias officiels à partir de l'apparition de l'Internet. C'était difficile de la contester, c'était une innovation technologique, preuve de progrès, c'était une utopie communicationnelle du village global. Mais ça a été une hétérotélie phénoménale puisqu'elle a abouti à la libération de l'écrit public et au constat que le roi des Lumières était nu, que son individualisme ne permettait plus aujourd'hui de faire face, notamment effectivement une submersion migratoire pour laquelle, dans un cadre libéral, les nouveaux venus ne sont que des individus comme les autres. Alors face à cette libération de la parole, une double défaite des médias,
leur a donné l'alerte en 2016, le Brexit et la première élection de Donald Trump, depuis quoi nous assistons à un vaste dispositif de censure. Vous l'avez constaté, dénonciation des médias alternatifs comme promoteurs de la post-truth et des fake news, fact-checking mobilisant des experts chargés de montrer que les faits dérangeants sont simplement mal interprétés, déplatforming de médias et personnalités influenceurs de droite, enfin élaboration d'une législation de répression, non pas aux États-Unis, protégés par leur premier amendement, mais malheureusement en Europe, avec le tentaculaire DSA, et toute une législation poussée par les Français, particulièrement déçus par le retournement de la Silicon Valley depuis le second mandat de Trump. Le plus retentissant aveu à cet égard est venu du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui affirmait le 24 février dernier qu'il fallait empêcher une internationale réactionnaire, je cite, de peser sur le débat public et a donné sa méthode. Cela passe par une mise au pas des réseaux sociaux. Alors cette situation de perte de contrôle du narratif explique la crispation sans précédent des élites mondialisées. Les pouvoirs non élus, sans légitimité populaire, s'activent contre les opinions majoritaires et les défenseurs des peuples. Les autres pouvoirs, la légitimité très faible, technocratie de Bruxelles et classe politique en place, nourrissent cette entreprise par un carcan toujours plus étouffant de normes liberticides. Nous avons malheureusement donné l'exemple depuis 1972 avec la loi Pleven, véritable boîte de Pandore qui a ouvert la voie non seulement à toutes les censures, mais au financement d'associations vivant de ces censures. Alors, pour conclure, il faut retourner à l'agora. Restaurer la parésia, c'est, selon la leçon grecque, rendre la libre parole au peuple autochtone. Cela tient en fait en un seul mot la traduction institutionnelle de la parésia, et ce mot est délibération. Cela a un double sens. Délibérer, c'est d'abord discuter librement, mais c'est aussi vouloir. Lorsque l'on fait quelque chose, dit-on, de façon délibérée, c'est-à-dire volontaire. Et ce vouloir parésiastique, c'est le vouloir commun. Mieux, c'est la condition d'existence d'une volonté du peuple. La délibération parésiastique permet seule la formation de la volonté générale, notion éminemment ambiguë chez Rousseau, qu'il faut clarifier comme volonté du peuple, se saisissant lui-même dans le débat et manifestant sa conscience commune. Par l'issue de la délibération, l'élément majoritaire venu de la décision reforme le corps du peuple, là où le progressisme travaille désormais incessamment à le fracturer, intellectuellement par le wokisme qui fracture la science en studies, politiquement par la promotion des minorités que celle-ci étudie. Alors, pour retrouver ce pouvoir de la délibération et pour libérer la parole en France, il faudra bien sûr abroger toutes les lois attentatoires à la liberté d'expression, dont la loi Pleven. Il faudra bien sûr supprimer les bureaux de censure, à commencer par l'Arcom. Il faudra aussi supprimer toute subvention publique aux médias et privatiser le service public de l'information afin que le débat redevienne libre et concurrentiel et non plus faussé aux dépens des citoyens qui sont aussi des contribuables. Il faudra encore que les Français puissent permettre à leurs enfants d'échapper à l'étouffement intellectuel organisé par l'éducation nationale et l'université publique et donc mettre en place un chèque scolaire et universitaire, mais par-dessus tout et avant tout, pour que cela puisse être précisément voté par la majorité, il est urgent de faire retour à l'agora par l'usage du référendum, qui devra devenir le plus tôt possible d'initiative populaire. Qu'il me soit permis d'espérer, au terme de ce propos, avoir été fidèle à l'auteur auquel j'avais consacré ma thèse, Frédéric Leplay, qui écrivait « Je crois être l'interprète de tous ceux qui comprennent le caractère conservateur de la liberté de penser ». Je vous remercie.